Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une transformation stratégique majeure et pourtant assez méconnue. Comment les États-Unis ont fait de l'Afrique le laboratoire discret de leur nouvelle façon de faire la guerre. C'est la question un peu paradoxale qui est au cœur de notre analyse. Il faut s'imaginer qu'il y a quelques décennies à peine, le Pentagone déclarait officiellement n'avoir aucun intérêt stratégique en Afrique. Aujourd'hui, ce même continent est devenu une sorte de modèle pour une nouvelle approche militaire. Alors que s'est-il passé entre-temps ? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. On va commencer par retracer ce changement radical dans la pensée stratégique américaine vis-à-vis de l'Afrique. Comment est-on passé d'un désintérêt quasi total à une implication aussi profonde ? Ce qui est vraiment frappant, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est passé. En à peine plus de 10 ans, l'Afrique passe du statut de zone un peu oubliée à celui de priorité sécuritaire. Les attentats de 1998, c'est un véritable électrochoc qui change complètement la perception de Washington. Et la création d'Africom en 2007, ça vient officialiser ce nouveau statut. Pour la première fois, le continent a un commandement militaire américain qui lui est entièrement dédié. Face à ces nouvelles menaces, les États-Unis ne vont pas faire un simple copier-coller de leur stratégie d'Irak ou d'Afghanistan. Non, ils vont développer une approche sur mesure. C'est la fameuse doctrine de l'empreinte légère, ou light footprint en anglais. Le point crucial à comprendre ici, c'est que cette doctrine se veut l'exact opposé des guerres très coûteuses et très visibles du début du XXIe siècle. L'idée, c'est d'être efficace sans être envahissant, d'agir de manière discrète, presque chirurgicale, et surtout avec un budget bien moindre. C'est une sorte de guerre de l'ombre menée par de petites unités d'élite et des technologies de pointe. Ces 6 points, c'est vraiment l'ADN de cette stratégie. On y retrouve l'idée que l'Afrique n'est pas non plus la priorité numéro 1, donc il faut une présence minimale, une action indirecte, un leadership en retrait. Bref, on sent une volonté très claire de minimiser les risques, les coûts et l'exposition politique. Sur le papier, l'objectif est louable, permettre aux partenaires locaux de gérer eux-mêmes leur sécurité, avec les États-Unis dans un rôle de catalyseur. Alors ça, c'est la théorie. Mais en pratique, sur le terrain, comment ça se matérialise ? Comment cette empreinte légère prend-elle forme ? La réponse tient en 2 mots, partenaire et intermédiaire. L'expression leadership from behind, ou leadership en retrait, résume absolument toute l'approche. Plutôt que de mener l'assaut en première ligne, Washington préfère conseiller, former, équiper et soutenir ses alliés. Ce sont eux qui sont sur le front. D'ailleurs, notre analyse s'appuie en grande partie sur une source de référence, une étude très détaillée de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, publiée en 2014, qui a vraiment décortiqué cette stratégie en profondeur. En fait, cette stratégie repose sur un réseau à 2 niveaux. D'un côté, des États africains qui sont vus comme des piliers de stabilité dans leur région. Et de l'autre, des alliés historiques comme la France qui apportent leur propre expertise locale. Le but final, c'est de créer une sorte d'écosystème de sécurité où les États-Unis fournissent les moyens, mais pas les troupes. Mais voilà, cette approche qui a l'air si séduisante sur le papier, elle n'est pas sans contradiction ni sans risque. Et c'est là que le tableau commence à se compliquer sérieusement. C'est la question fondamentale que pose le rapport. En se concentrant sur l'élimination des menaces terroristes à court terme, est-ce que cette stratégie ne risque pas de négliger, voire pire, d'aggraver les causes profondes de l'instabilité, comme la mauvaise gouvernance ou la pauvreté ? Et c'est précisément là qu'apparaissent les coûts cachés. En s'appuyant sur des partenaires locaux, les États-Unis prennent le risque que leur aide soit détournée. Un régime autoritaire, par exemple, pourrait très bien utiliser des formations antiterroristes pour réprimer son opposition politique. On voit bien la tension permanente, l'efficacité sécuritaire immédiate contre la stabilité démocratique à long terme. Cette citation, tirée de la synthèse du rapport, résume parfaitement le cœur du problème. C'est un arbitrage constant entre l'urgence de neutraliser une menace aujourd'hui et la nécessité de construire un environnement stable pour demain. Et bien souvent, c'est le court terme qui l'emporte. Alors, au final, quel bilan peut-on tirer ? Faut-il voir cette stratégie comme un modèle d'intervention pour le XXIe siècle, ou plutôt comme une erreur aux conséquences potentiellement graves ? Ce qui est fascinant, c'est de noter que cette approche africaine a été explicitement présentée comme un modèle pour les efforts antiterroristes américains ailleurs dans le monde, en particulier au Moyen-Orient. Ce qui a commencé comme une expérience est en train de devenir la nouvelle norme de l'intervention américaine. Et c'est la question qui reste en suspens. Cette stratégie est-elle une adaptation pragmatique et efficace à un monde complexe, ou est-ce une manière de sous-traiter les conflits qui, au final, pourraient générer bien plus de problèmes qu'elle n'en résout ? La réponse, pour l'instant, n'est pas encore écrite.